Le 5 mai dernier, la Cour suprême allemande de Karlsruhe a rendu un verdict très attendu et explosif. Il s'attaque au programme d'achat d'obligations de la Banque centrale européenne et tacle de manière sévère la Cour de justice de l'Union européenne. Nous allons expliquer synthétiquement le verdict de la Cour suprême allemande et expliquer ses conséquences sur l'euro qui joue ici probablement ces dernières heures. Ce verdict, composé de 10 principes directeurs, fait suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en décembre 2018 de rendre légal l'achat d'obligations d'État effectué par la Banque centrale européenne depuis 2014. Alors, un des premiers points fondamentaux que la Cour de Karlsruhe a rappelé, en fait, c'est à recadrer un petit peu les institutions européennes par rapport à la Constitution allemande, puisque, en fait, elle a rappelé que la Constitution allemande, elle, était démocratique et construite, en fait, pour le peuple, et donc que tous les droits qui sont présents dans la Constitution allemande, en fait, viennent du peuple et pour le peuple. Et que, en fait, contrairement à la Constitution allemande, les institutions européennes, elles, c'est une attribution de droits spécifiques qui ont été effectués par les différents traités. Donc là, c'est assez fondamental, puisque en fait cette attribution de droits spécifiques, elle est là pour délimiter en fait un périmètre précis d'attribution des droits. Parce que les institutions européennes en fait sont non démocratiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas élues par le peuple. Par conséquent aussi, elles ne peuvent pas imposer la volonté si le peuple n'est pas d'accord. Aussi, ne peuvent pas s'attribuer en fait des nouveaux droits. Ça c'est important en fait parce que la tendance actuelle c'est de penser que les institutions européennes en fait sont au-dessus des États et en fait c'est pas du tout le cas. Et par contre c'est le discours qui est tenu par la majorité des dirigeants, des technocrates des institutions européennes. Et le dernier point qu'elle a rappelé, c'est que les institutions européennes n'existent pas toutes seules, puisqu'elles existent uniquement au travers des traités qui les constituent. Ça, c'est le premier recadrage majeur en fait de la Cour suprême de Karlsruhe qui remet en fait les institutions européennes et notamment la Cour de justice de l'Union européenne à la place où elle doit être et non à s'attribuer des droits qu'elle n'aurait pas. Alors sur le problème pour lequel la Cour suprême de Karlsruhe a été sollicitée, en fait, c'est une décision sur la légalité en fait du programme d'achat d'obligations de dette de la Banque centrale européenne. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On va essayer d'expliquer en fait pourquoi il y a eu ce recours et pourquoi la Cour de justice de Karlsruhe condamne en fait la BCE. Pour comprendre un des fonctionnements de la Banque centrale européenne, en fait, il faut revenir à comment est financées les dépenses publiques. Là, on a trois boîtes, hein, l'État français, l'État italien et la BCE. Les dépenses publiques, donc c'est les investissements, c'est les dépenses de fonctionnaires, c'est les routes, c'est le système de santé, etc. Pour financer en fait les dépenses publiques, il y a bien entendu le prélèvement d'impôts. Et la deuxième source d'argent de l'État français, c'est un financement auprès des banques commerciales et des institutions privées par l'émission d'obligations sur ce qu'on appelle le marché primaire. Et donc l'État français, via l'agence France Trésor, émet des obligations. Et en contrepartie, les banques ou des institutions financières fournissent de l'argent. Alors pour rappeler comment fonctionne l'émission obligataire, là on a un emprunteur qui émet une obligation, donc une reconnaissance de dette. Le prêteur va lui prêter donc le capital initial et l'emprunteur va verser en fait des intérêts durant une certaine période qui est définie dans l'obligation et au bout de la durée de l'obligation en fait va rembourser le capital. Donc c'est un peu différent des prêts de consommation, des prêts immobiliers que la plupart des gens font, puisque en fait dans les remboursements qu'on fait mensuellement, on rembourse à la fois une partie du capital et une partie de l'intérêt. Dans le cas des États, en fait, ils ne remboursent que les intérêts durant la période et remboursent en une seule fois en fait le capital à la fin de la période. Au final, ce qui se passe en fait, c'est qu'à la fin de la période, ils émettent une nouvelle obligation pour couvrir en fait le capital de la précédente. Donc si on revient en fait au financement des dépenses publiques, on a vu comment ont été payées les obligations. Le rôle de la Banque centrale européenne, elle est là pour essentiellement superviser les banques commerciales et les institutions financières.
Elle a aussi en fait une obligation, c'est que dans l'article 123, en fait, on lui interdit aussi de financer directement de l'argent donc auprès donc des différents États. Et l'article 123 mentionne aussi clairement en fait que les États peuvent pas et les institutions entre elles en fait ne peuvent pas se prêter de l'argent ou se financer entre elles. C'est assez fondamental puisque c'est la base de la construction de l'Union européenne et du traité de Maastricht. Et c'est exactement ce point-là qui est reproché à la BCE de ne pas suivre en fait cet article 123. L'arrêt de la Cour de Karlsruhe vise la mise en œuvre en fait par la BCE en 2015 du quantitative easing, donc ou assouplissement quantitatif ou assouplissement monétaire, qui est en fait un principe de dilution monétaire. Et un des principes en fait qui a été retoqué par la Cour de Karlsruhe, c'est le suivant. Donc là, on a l'exemple, comme on l'a vu précédemment pour l'État italien, en fait, qui se finance une partie en fait des dépenses publiques via l'émission d'obligations et se finance donc auprès des banques commerciales. Et donc ce qu'a fait en fait la BCE, c'est qu'elle a acheté sur le marché secondaire des obligations qui ont été revendues en fait par les banques commerciales. Ce qu'on voit clairement en fait, c'est que la BCE en fait détient des titres d'obligations de l'État italien, alors que c'est formellement interdit par le traité européen. Pour essayer de comprendre en fait les conséquences en fait de cet assouplissement quantitatif, en fait il faut revenir en fait à l'utilisation de la monnaie. On a représenté les trois franges en fait qui détiennent en fait de l'argent, hein, les euros, que ce soit les particuliers, les entreprises ou l'État français. Et donc l'ensemble en fait produit en fait le bassin monétaire. Donc c'est la quantité d'argent en fait qui est en circulation. Quand on fait circuler cet argent, en fait, au travers des différentes entités, en fait, on va produire de la richesse. Là, en l'occurrence, en fait, l'État français va produire des routes, des infrastructures majeures, et les entreprises vont créer, en fait, grâce aux particuliers, des voitures qui vont être achetées ensuite par les particuliers. Dans notre exemple, on a un bassin monétaire où on a en fait 10 unités d'euros, et ces 10 unités d'euros, en fait, correspondent à une voiture. Donc là, dans notre exemple, la voiture correspond à 10 unités d'euros. Ce qui se passe avec le quantitative easing, en fait, de la planche à billets, c'est que la BCE en fait va injecter en fait de l'argent supplémentaire créé à partir de rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de création de voitures équivalentes, et donc ça veut dire que le bassin monétaire dans son ensemble, on était dans un cas où on avait en fait 10 unités et la BCE va en rajouter 10. Donc au final, on a un bassin monétaire en fait qui a été dilué par deux dans notre exemple. Et la conséquence, c'est que comme la voiture en fait n'a pas été démultipliée, elle a diminué la valeur en fait de la monnaie. Notre voiture qui valait 10 unités d'euros en vaut maintenant 20. Donc c'est ça en fait le quantitative easing et le fait en fait de diluer en fait la monnaie et donc de détruire sa valeur. Il y a des exemples en cours de cette utilisation en fait qui sont un peu dramatiques. En fait, sur le moment, on a l'impression que ça crée de l'argent, mais en fait on dilue en fait la valeur représentée par le billet. C'est le cas donc du Venezuela, c'est le cas de l'Argentine, et là, de façon flagrante, c'est le cas du Zimbabwe actuellement. Et pourquoi les Allemands sont très à cheval en fait sur cette question, c'est l'élément qui, dans l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, a permis aux Allemands en fait de payer plus rapidement une partie des dus de la Première Guerre mondiale en dévaluant en fait la monnaie à ce moment-là et conjugué en fait à la crise de 29, ça a provoqué un marasme économique et une banqueroute en fait des deux principales banques allemandes. Et ça a mené en fait au pouvoir le fascisme et la Seconde Guerre mondiale. Et donc
l'indépendance de la Banque centrale européenne est inscrite dans les traités en fait pour que les États ne soient pas tentés de créer de la monnaie à partir de rien, hein, donc d'utiliser en fait ce quantitative easing, et c'est très exactement ce que la Banque centrale européenne en fait a fait. C'est ça qui est reproché par les Allemands à la BCE, qui a fait donc l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rendu un verdict en 2018, et du coup ils sont allés à la Cour suprême de Karlsruhe en fait, et d'où le verdict et le jugement du 5 mai dernier. Alors, si on résume en fait la décision de la Cour suprême constitutionnelle allemande, d'une part en fait ça a rappelé en fait la primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne, que ça rappelle aussi la prééminence des principes de démocratie et de souveraineté populaire, donc des peuples. Et le rappel en fait est assez dur en fait auprès de l'Union européenne et de ses différentes institutions. Et le second point, en fait, c'est une demande de normalisation en fait de ce programme d'achat d'obligations par la Banque centrale européenne, avec un suivi en fait du Parlement allemand cette fois-ci. Soit l'Allemagne sort de l'euro, soit c'est l'Italie et la France qui sortent. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. La première alternative, en fait, c'est que la BCE continue à appliquer en fait son programme d'assouplissement quantitatif, et donc c'est ce qu'elle a renforcé depuis la crise du Covid, puisque en fait elle est allée encore au-delà en fait de ses programmes initiaux de 2015, en rachetant en fait de manière dissymétrique les dettes des différents États, de telle sorte que en fait elle achète en priorité les dettes d'États en fait qui sont en péril. Donc c'est le cas de l'Italie et c'est le cas de la France. Soit l'Allemagne en fait refuse, sort de l'euro, retire en fait son droit d'exercer à la Banque centrale européenne. Soit en fait elle y reste, et la BCE en fait normalise la situation, c'est-à-dire en fait qu'elle met fin au programme d'achat d'obligations. Ça a pour conséquence en fait la chose suivante, c'est que avec le Covid en fait, c'est maintenant à peu près 40% de la dette française qui est détenue directement par la BCE. Donc là, avant le Covid, à la fin de l'année 2019, l'État français était endetté en fait à hauteur de un peu plus de 100% du PIB, et l'État italien à plus de 130. Donc là, avec le Covid à la fin de l'année, on devrait être entre 120 et 130% du PIB, et probablement entre 160 et 170 côté italien. Et donc là, les taux obligataires en fait ont déjà largement explosé en fait en Italie, et ont été contrôlés par le fait en fait que la BCE a acheté en fait massivement des dettes italiennes et françaises, ce qui a calmé un peu les marchés. Donc quand on dit en fait ça a calmé les marchés, en fait c'est que les banques commerciales et les institutions financières qui prêtent de l'argent, qui prêtent du capital en échange en fait des obligations, en fait elles font monter en fait le taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt c'est le risque qu'elles prennent en fait à ce que tu fasses défaut. Et donc là, il y a une aversion au risque en fait qui fait que elles ont une crainte de plus en plus forte par rapport à l'endettement actuel, que les États ne puissent pas répandre et durablement verser les intérêts et verser le capital qu'elles ont prêté. 40% de la dette française, c'est 40% du PIB. Si le programme de QE, de quantitative easing, en fait, est mis fin, ça veut dire que la BCE ne va plus acheter titres d'obligation. Et donc, en fait, le taux d'obligataire va exploser, le poids de la dette va exploser, et ce qui risque d'arriver, en fait, c'est un risque majeur de défaut, en fait, ce qui est arrivé à la Grèce. Ils ont aucun choix, en fait, que de sortir de l'euro. Et donc on verra en fait une sortie en fait de la France et de l'Italie pour pouvoir en fait pratiquer ce qu'elle fait, c'est-à-dire le quantitative easing directement auprès de la Banque de France pour la France et de Banque d'Italie pour l'Italie. Et donc dans les deux cas de figure, en fait, on a un éclatement de la zone euro. Donc c'est soit l'Allemagne continue et on sort, c'est le cas numéro 2, soit elle sort, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'euro non plus. La Cour suprême de Karlsruhe en fait a donné 3 mois en fait pour normaliser la situation. Voilà les explications sur les conséquences en fait de la décision de la Cour suprême de Karlsruhe relatif en fait à la mise en œuvre du quantitative easing
de la Banque centrale européenne et sa conséquence en fait sur la zone euro et sa probable dislocation en fait dans les mois qui viennent. Donc on peut dire en fait que le 5 mai a été en fait l'acte qui a décidé la mort de l'euro.